Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Moi, je m'appelle Louise, je vais avoir 29 ans dans quelques jours à l'heure où on se parle. Depuis la maternelle, l'apparence physique était très importante pour moi. Je suis née en fait dans une famille d'artistes et de femmes artistes, des danseuses, des chanteuses, des actrices. Depuis toujours, je sais que les sucrètes, c'est ce qu'on met à la place du sucre pour pas grossir. Arrivée à 10-11 ans, quand j'ai eu mes règles, mon corps a changé. Fallait toujours que je sois la plus belle, parce que je pensais que les gens allaient m'aimer pour ça aussi. Et j'ai commencé à me faire vomir mon goûter. Jusqu'au jour où je me suis vraiment rendu compte que j'avais fait ça 7 fois dans la même journée. J'avais l'impression que plus je mangeais, plus je ressentais un vide dans mon estomac. J'avais cette croyance que je pouvais être aimée que via mon corps, que via le sexe. À quoi mon corps ressemble aujourd'hui ne m'aurait pas plu il y a quelques années. Le fer de lance de la guérison des troubles alimentaires, c'est se reconnecter à ses valeurs et à son estime de soi. Bienvenue dans l'épisode 94 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre un nouveau témoignage, celui de Louise. Dès la maternelle, Louise se souvient de l'importance qu'elle accordait à l'apparence de son corps. Elle a grandi dans une famille d'artistes dans laquelle la minceur était primordiale. Les formes, la grosseur n'étaient pas une option. En tout cas, c'est ce que Louise avait internalisé très jeune. Elle a fait beaucoup de danse et lorsqu'avec la puberté, son corps a commencé à changer, à prendre des formes, la lutte a commencé. Vous allez entendre comment s'est installée la boulimie, qui était elle aussi banalisée, et comment petit à petit, en particulier en mettant du sens dans l'action de manger, Louise a pu cheminer jusqu'à aujourd'hui et proposer à son tour d'accompagner les personnes à avancer vers la réconciliation avec leur alimentation. Je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Louise. Bonjour Anne. Merci beaucoup de venir témoigner sur le podcast La pleine conscience du pouvoir. Alors, on a déjà échangé ensemble puisque tu m'avais invitée sur ton podcast Croissante dans un épisode qui a été diffusé au mois de mai dernier, mai 2023. Donc, je vous encourage à aller l'écouter. Où là, c'était peut-être plus moi qui témoignais de mon expérience et puis on a parlé des troubles des conduites alimentaires ensemble sur ton podcast. Et l'idée, c'était toi qui m'avais contacté au départ pour qu'on puisse faire un échange finalement de témoignages, un échange de paroles autour des troubles des conduites alimentaires. Et voilà, je te remercie beaucoup de venir à ton tour nous parler de ton expérience. Mais avant toute chose, est-ce que tu veux bien te présenter, Louise ? Oui, tout à fait. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté d'être venue dans mon podcast aussi. Alors moi je m'appelle Louise, je vais avoir 29 ans dans quelques jours à l'heure où on se parle. Et donc je suis naturopathe, donc c'est mon nouveau métier depuis 2 ans, je me suis reconvertie là-dedans. Je suis spécialisée en accompagnement des troubles alimentaires, bien sûr. Puisque, bien sûr, c'est comme une évidence, tu sais, oui. mais on va, je pense, mieux comprendre en entendant ton parcours. Ouais, c'était pas mon objectif premier quand je me suis reconvertie dans la naturopathie. Mais en fait, en ayant parlé dans mon podcast, j'ai attiré fatalement des personnes qui avaient ce type de problématique. Donc j'ai décidé de faire une formation complémentaire sur l'accompagnement des troubles alimentaires. Et du coup, je propose ça. Je suis aussi spécialisée en nutrition végétale. On en reparlera peut-être dans la conversation. Donc voilà, et pour finir de me présenter, je suis un petit peu nomade, voilà, j'adore vivre à Bali la majorité des mois de l'année, mais à l'heure où on se parle, du coup, je suis chez mes parents en Bretagne, puisque j'ai plein d'événements familiaux et personnels cet été et cet automne.
Donc voilà pour ma petite présentation. Et du coup, je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram et en podcast. Oui. Alors, mon intention, c'était vraiment qu'on puisse évoquer justement ce qui t'a amené à parler aujourd'hui de troubles alimentaires et qu'est-ce qui résonnait dans ta propre histoire et quand et où est-ce que ça a commencé d'ailleurs, tout ça? Oui, je pense que je vais faire un petit tableau chronologique comme on a l'habitude de le faire sur ce podcast. Oui. Donc moi là, à 29 ans, après avoir fait mes formations en accompagnement des troubles alimentaires, après avoir accompagné des personnes, après avoir interviewé aussi des professionnels à ce sujet, je commence à avoir vraiment bien déconstruit mon histoire aussi et avoir un peu vraiment compris tous les tenants et les aboutissants de cette histoire sur le rapport à l'alimentation et le rapport au corps. Donc je pense que voilà, c'est le bon moment aussi pour que je puisse partager et repartager un peu cette histoire. Donc ça a commencé très très jeune, je pense, depuis que je suis toute petite, depuis la maternelle. L'apparence physique était très importante pour moi. Mon expression physique et mon expression corporelle vis-à-vis des autres et même vis-à-vis des garçons, même très très tôt, c'était très important pour moi. Ça veut dire que tu as des souvenirs déjà en maternelle? Enfin, comment ça s'exprimait? J'ai des souvenirs de moi, je sais pas si c'était la petite section, mais au moins moyenne section, où j'étais amoureuse d'un petit garçon. Et j'essayais déjà de faire passer de la séduction dans le regard. Je m'habillais de façon à séduire. Enfin voilà, c'était très important pour moi. Et je pense que c'est pas anodin aussi dans le rapport au corps, dans les troubles alimentaires après, au final, parce que je pense que c'est une des causes. Oui. Et puis aussi, je suis née en fait dans une famille d'artistes et de femmes artistes, des danseuses, des chanteuses, des actrices. Et le corps était aussi très important. Ma mère ne mangeait pas de sucre, ma mère ne mangeait pas de gâteau, ne mangeait pas de crêpes. Il y avait des sucrètes toujours à table et donc depuis toujours je sais que les sucrètes c'est ce qu'on met à la place du sucre pour pas grossir quoi. Donc du coup fatalement j'ai toujours su que le sucre faisait grossir. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai toujours pensé quoi. Oui, c'est ça, c'est le message. Même si c'est pas dit, en fait, tous les gestes, tout l'environnement, tout le climat vient imprégner l'enfant que tu étais. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que j'ai toujours vécu dans cette injonction à la minceur et sur cette idée que la femme doit avoir un corps pas forcément parfait, mais en tout cas que c'est très important d'être belle, d'avoir un corps élancé, de faire attention, de se restreindre, voilà. Et puis j'ai suivi les traces de ma mère, de ma grand-mère. J'ai été inscrite à la danse classique à 4-5 ans peut-être. Sur la première photo de moi en tutu, je suis vraiment toute petite. Donc comme mes parents aussi étaient là-dedans, pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je fasse ça de manière professionnelle aussi. Donc c'était vraiment très important pour moi aussi la danse. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis arrivé à 10-11 ans, quand j'ai eu mes règles, mon corps a changé. Et j'ai attrapé mes fesses, j'ai attrapé mes cuisses. Et subrepticement, mon physique ne correspondait plus vraiment au physique de la danseuse classique. Donc je pense que ça a commencé aussi là, le fait que je commence un petit peu à pas trop aimer mon corps parce que je me comparais du coup fatalement. Il y a eu des années où j'en faisais 15 heures par semaine, donc je passais 15 heures par semaine à voir que mon corps était différent de mes petites copines à côté, quoi. Et oui. Et puis avec effectivement aussi une omniprésence, enfin une grande présence, on va dire, des miroirs dans une salle de danse. C'est ça. Il y en a partout, quoi. On est confronté à son image en permanence et à l'image de l'autre, en comparaison. C'est ça. Et puis il y a aussi dans la danse un petit peu ce côté compétition, même si c'est pas venu tout de suite. Je pense que c'était beaucoup aussi dans ma tête à moi qui me mettait un petit peu dans cette compétition parce que voilà, j'ai toujours vu que le physique était important pour moi. Il fallait toujours que je sois la plus belle parce que je pensais que les gens allaient m'aimer pour ça aussi. Et puis très vite aussi la compétition est un petit peu arrivée parce que du coup j'ai un peu gravi les classes et à la fin de l'année il y avait un très beau spectacle dans un théâtre national avec des rôles, etc. Donc fallait être la meilleure quoi pour en tout cas voilà, j'avais des ambitions comme ça. Oui. Et puis, en fait, à la base, quand j'étais petite, j'étais pas très très intéressée par la nourriture. J'aimais pas trop les bonbons, tout ça, donc j'étais assez maigrelette. Et puis, du coup, quand la puberté est arrivée, voilà, j'ai pris un petit peu plus de forme. Et c'est un jour où, je me rappelle, on a regardé Charlie et la chocolaterie, le dernier jour de l'année au collège.
Et tout d'un coup, j'ai eu une épiphanie et j'ai commencé à manger du chocolat en grande quantité. Et puis du coup, mon corps d'adolescente s'est aussi un petit peu plus transformé. Je pense que j'ai un petit peu plus pris du poids, de l'acné, etc. À cause du fait que je mangeais beaucoup de chocolat, de gâteaux, etc. Et ça aussi, je l'ai compris un peu plus tard. Cette période où j'ai commencé à manger de manière excessive au goûter, ça a aussi correspondu à un petit passage d'harcèlement scolaire, des histoires de gaminerie avec mes copines. Mais du coup, j'ai un peu perdu mon groupe d'amis, il y avait quelques personnes qui se moquaient de moi, etc. Ça a coïncidé en fait avec le moment où, en rentrant du collège, où je passais pas forcément des bonnes journées, où je me sentais très insécure vis-à-vis de mon groupe d'amis, où j'ai commencé à passer au supermarché avant de rentrer chez moi et à vider des boîtes de gâteaux en fait. Et est-ce que tu fais une relation en fait avec la diabolisation de ces aliments et au moment de l'adolescence, tu sais, où il peut y avoir un côté qui se rebelle aussi un peu contre les interdits Alors, j'avais pas d'interdit en fait quand j'étais petite. Ma mère se privait beaucoup, mais moi par contre, elle me faisait des crêpes au Nutella qui baignaient dans le beurre, etc. Donc j'avais pas du tout d'interdit. Ok, c'est intéressant aussi, je trouve, ce contraste. Ouais. Et au contraire d'ailleurs, j'étais une petite fille très difficile. Je voulais rien manger de sain en fait. Et ma mère, qui avait ses soucis aussi, a vite abandonné. Et j'ai vraiment été nourrie au cordon bleu, au poisson pané, aux pâtes et au Nutella, quoi. Donc il n'y a pas du tout eu de diabolisation par rapport à ça, mais par contre je mangeais pas beaucoup de gâteaux, je mangeais pas beaucoup de bonbons, etc. Je mangeais au repas normaux, mais j'étais pas plus gourmande que ça. Mais par contre si on me proposait des légumes verts, je vomissais, quoi. Ah oui, carrément. C'était presque une phobie, quoi. Ouais, ça passait pas, quoi. Puis j'avais mauvais caractère, donc voilà, mes parents ont vite abandonné. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir un petit peu presque de l'hyperphagie quand même, parce que je me souviens que je pouvais m'envoyer des paquets de 10 pains au lait entiers avec des barres de chocolat à l'intérieur, pendant des heures en rentrant du collège, quoi. Ça a été un peu un constat que mes cuisses me plaisaient plus du tout. Je devais avoir 14 ans. Et j'ai commencé à me faire vomir mon goûter, même sans avoir forcément exagéré. Dès que je prenais des crêpes au Nutella, voilà. Je me suis dit que c'était un bon moyen de compenser. Et je sais pas si c'est moi qui ai fait ça d'abord ou si... Je pense que ma mère m'en avait parlé, et en fait, elle aussi avait été boulimique et qu'elle se faisait vomir quand elle était plus jeune. Parce qu'elle était danseuse dans un musical à Paris et que tous les soirs, elle devait être en string à paillettes et que elle vivait un grand vide affectif et que du coup, la nuit, quand elle rentrait du théâtre, elle passait par toutes les crêperies de Montparnasse et qu'ensuite, quand elle rentrait chez elle, elle vomissait pour pouvoir être mince le lendemain pour le spectacle. Je pense qu'elle a dû me raconter ça et du coup, au lieu de me présenter ça pour me prévenir qu'il fallait pas que je fasse ça, elle a plutôt présenté les choses en mode je suis passée par là, c'est normal, toutes les filles passent par là, c'est classique, voilà, toutes les danseuses se font vomir, voilà. Ce qui est une réalité pour toi qui connais ce milieu-là ou c'est une espèce de généralisation? Je pense que ça existe, de même que dans le milieu du mannequinat, où je pense que c'est des choses qui peuvent être assez banales, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que c'est banal et que c'est pas grave, quoi. C'est ça. Et oui, et en fait, dans son message, il y avait cette banalisation. Ouais. Et puis, c'était un peu... J'espère que tu feras pas ça, mais j'ai vraiment senti que c'était un peu une fatalité aussi. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça et de manière pas du tout consciente que c'était une pathologie. Plus, j'avais inventé ma petite technique pour pas trop grossir, quoi. C'est souvent ce retour-là qu'on entend ici sur le podcast ou que je peux entendre en séance, de cette espèce d'euphorie, en fait, du début de la maladie, où il y a... j'ai trouvé la solution, en fait. Et puis, ça a continué comme ça, par phase. Et puis, quand je suis partie à Paris, que je me suis inscrite à la fac, du coup, à mes 18 ans, là, ça a pris un autre tournant parce que là, du coup, j'ai rencontré une phase un peu de dépression, où j'avais un grand vide affectif aussi parce que
J'ai eu du mal à me faire des amis, j'ai eu du mal à me faire des amoureux. Je me sentais pas très bien. J'avais vachement idéalisé la fac. J'avais trop regardé de séries télé. Je pensais que j'allais avoir une vie spectaculaire, que j'allais rencontrer plein de gens intéressants, aller à plein d'événements, avoir plein de groupes d'amis, etc. Et bon, c'était pas vraiment le cas. Je me sentais très très seule. Et je faisais aussi du babysitting. Et je vidais les placards, en fait, littéralement, pendant mon babysitting, pendant que les enfants étaient en train de jouer dans la chambre, je me faisais des bols et des bols de Coco Pops que je vomissais directement sur mon lieu de travail, en fait. J'attendais même pas de rentrer chez moi, en fait. Ça devenait vraiment je mange, je vomis, je mange, je vomis. Et puis, la situation s'est un peu emballée jusqu'au jour où je me suis vraiment rendu compte que j'avais fait ça 7 fois dans la même journée. Et puis j'étais très déprimée aussi par ailleurs, très frustrée dans mes relations. Et puis un jour en fait, j'étais en train d'avoir une crise. C'était dimanche, tout était fermé. J'ai descendu les 7 étages de ma chambre de bonne pour aller à l'arabe du coin acheter des gâteaux. Et j'avais l'impression que plus je mangeais, plus je ressentais un vide dans mon estomac. Et c'était vraiment, enfin voilà, je comprenais pas en fait comment c'était possible de manger, me remplir, mais d'avoir toujours cette impression de vide. Toujours plus grand. Comme un puits sans fond. Ouais, et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'en ai reparlé à ma mère, toujours pareil, elle m'a pas plus secouée que ça, quoi, même si elle était inquiète. Pendant toutes ces années, finalement, ton entourage, ou en tout cas ta mère, était au courant de ce qui se passait ? Non, pas vraiment. Je pense qu'elle s'en doutait, mais je pense pas qu'elle ait vu que ça avait pris de telles proportions. Et même, en fait, quand je lui ai dit les proportions que ça avait prises, je pense qu'elle avait pas vraiment conscience, en fait, que les troubles du comportement alimentaire étaient des psychopathologies et que fallait faire quelque chose, quoi. À aucun moment, elle s'est dit que fallait voir un psy ou consulter un médecin pour parler de ça, quoi. C'était pas, tu vois, pour elle, c'est quelque chose qui arrive aux filles, mais on doit se débrouiller comme de nombreuses choses qui arrivent aux filles. On doit faire avec et on doit se débrouiller, quoi. Un peu quand tu dis comme de nombreuses choses qui arrivent aux filles, comme le fait qu'on a ses règles, quoi. On a ses règles, voilà. C'est normal. Avoir vomit, mal quand on a ses normal. règles, c'est normal. Voilà. Donc, il n'y a pas de prise en charge, en fait. Et puis, c'est un petit peu de notre faute. Et puis, enfin, voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a toujours ces injonctions à la minceur qui traversent un petit peu toute ma famille. Hein. La première chose qu'on se dit quand on se revoit à Noël, c'est « Ah, t'as minci, ah, t'as pris du poids, oh. » On critique les uns derrière les autres, enfin, tu vois. Donc, et oui, donc le truc de finalement c'est de ta faute, c'est bah oui, comme t'arrives pas à te contrôler, il y a que cette solution-là, et voilà, quoi. Ouais. Et puis, elle a vu aussi que j'avais pris du poids, parce que du coup, entre mes 18 et mes 19 ans, j'ai dû prendre quelque chose comme 10 kilos. Bon, en même temps, j'étais très maigre en sortant du lycée, parce que je me faisais quand même vomir régulièrement, je mangeais pas beaucoup, et je faisais 15 heures de danse par semaine. Et au lycée, je mangeais très mal, très industriel, avec des crises, et je faisais pas de sport, donc j'ai pris 10 kilos. Du coup, ma mère m'a encouragée à aller à une salle de sport. Donc voilà, ça m'aidait pas non plus vraiment, parce que j'ai vraiment commencé à me body-checker de manière constante, quoi. Oui, pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient pas familières avec ce terme, c'est vraiment d'être en train de vérifier, en fait, presque constamment, avec des gestes ou avec des regards dans le miroir, à quoi ressemble notre corps finalement, de vérifier ce qui se passe, en fait. J'ai vraiment associé la pratique sportive au fait de mincir. Je me souviens, mais même avant, quand on faisait de l'endurance au lycée, je me touchais tout le temps la culotte de cheval. Pour voir si ça travaillait, tu vois. Oui, comme des gestes qui deviennent réflexes, en fait. Exactement. Donc on se rend même plus compte. Et aujourd'hui encore, je me rends compte qu'une des premières choses que je fais dans la salle de bain, mais je pense que je le fais beaucoup moins maintenant, une des premières choses que je faisais quand j'arrivais dans la salle de bain, c'est que je soulevais mon pull pour voir mon ventre, voir mes fesses, comment c'est aujourd'hui. Et ça va conditionner du coup ma journée, ce que je vais manger. Et oui. Un peu comme pour d'autres personnes, et je ne sais pas si c'était ton cas, c'est la pesée matinale en fait, qui va conditionner les actions de la journée. Et qui peut se compléter ou être remplacée par ce checking permanent. Je me rappelle, je m'étais acheté une balance quand j'avais
14-15 ans. On avait un magasin un peu de déco, d'objets un peu sympa et je m'étais acheté avec mon argent de poche une balance, il y avait des étoiles dessus. Déjà, ta gamine de 14 ans s'achète une balance, faut lui foutre une claque en fait. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux t'acheter une putain de balance? Tu veux pas t'acheter un CD ou une place de concert? Enfin, je sais pas. Oui, ben oui. Les loisirs sont centrés quand même. Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, tu en étais de cette première année de fac, où tu avais pris du poids et tu parlais de ta famille et du regard critique qu'ils ont sur la prise de poids. Ta mère qui t'avait encouragé à t'inscrire à une salle de sport pour remédier à ça peut-être. Et ça veut dire que la danse, tu avais laissé de côté en fait à cette période-là. Je me suis inscrite dans un studio, mais j'étais tellement insecure. Puis le niveau à Paris, c'était pas pareil. Et, du coup, j'avais la fac et je devais aussi faire du babysitting à côté. Donc, donc j'ai complètement lâché l'affaire. Ce qui, d'un côté, m'a forcément un petit peu aidée parce que je pense que si j'avais continué là-dedans, ça m'aurait pas forcément aidée sur mon rapport au corps, etc. Et en même temps, j'ai perdu quelque chose qui me passionnait. Mais oui, c'était un deuil à faire aussi. Et puis le deuil de ce projet, alors peut-être tu l'avais déjà fait avant, mais de professionnaliser cette activité-là. Ça progressivement. Enfin voilà, j'avais des espoirs, mais j'adorais faire des études en fait. J'étais à peu près la première de ma classe au lycée. Et tous mes profs me disaient que voilà, j'avais un sens critique, un sens rédactionnel intéressant et que fallait que je fasse Sciences Po, machin. J'ai pas du tout fait Sciences Po, je suis allée à la fac, mais en tout cas, j'étais très intéressée par les études. J'avais envie de faire des études dans la culture aussi, d'aller dans des amphis avec des professeurs émérites, etc. Ça m'intéressait plus que... voilà, en tout cas, je voulais mettre du sens dans mon travail et le simple aspect artistique me suffisait pas. 2 années vraiment où ça n'allait pas du tout, et je pense que je m'en suis sortie progressivement quand je me suis inscrite dans cette salle. J'ai aussi découvert le yoga parce qu'il y avait des cours de yoga inclus dans l'abonnement de la salle, et c'est là que j'ai fait mon premier cours de yoga, et c'est là que j'ai vu l'intérêt de pratiquer une activité physique qui n'avait ni pour but de mincir ni pour but de compétition. Exact, et oui. C'est comme ça que je me suis un petit peu reconnectée, que j'ai un peu ouvert la porte à plus de pleine conscience, plus de développement personnel, plus de calmer son système nerveux. Et c'est là que j'ai ouvert la porte à ce qui allait suivre les années d'après, quoi. Ce qui m'a aussi fait beaucoup de bien, et c'est un peu tuer le mal par le mal, j'ai l'impression, parce que c'est aussi grâce à une relation amoureuse. J'étais très très amoureuse d'un garçon que j'ai rencontré à la fin de ma première année de fac, derrière qui j'ai beaucoup couru. J'étais très 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 insistante. Et voilà, le jour où on est sortis ensemble, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, si ce mec-là, que je mettais vraiment sur un piédestal, si ce mec-là m'apprécie, c'est que je suis pas si nulle et moche et grosse que ça. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de me faire vomir déjà. Sauf que voilà, tout n'est pas résolu le jour où on arrête de se faire vomir. Il y a vraiment toute la relation à l'alimentation, la relation au corps après, c'est des années à travailler. Et donc voilà, les étapes d'après, ça a été vraiment ma rencontre avec l'alimentation végétale, avec l'alimentation santé, avec la naturopathie. Donc je sais, on en a parlé ensemble avant, la naturopathie peut être quelque chose de critiquable pour les troubles du comportement alimentaire, parce qu'effectivement, il y a des approches naturopathiques qui sont restrictives, qui, l'orthorexie, ça peut venir de là, l'obsession de manger sain, etc. Et moi, c'est vraiment aussi le message que je voulais transmettre dans ce podcast, c'est que ce soit la naturopathie ou l'alimentation végétale, ça peut vraiment aussi aider là-dedans, parce que finalement... il y a beaucoup de personnes, et je pense que c'était mon cas aussi, qui tombent un peu dans les troubles du comportement alimentaire. Bien sûr, c'est multifactoriel, il y a le rapport au corps, la grossophobie et tout qui rentre dedans. Mais je pense que c'est beaucoup aussi des personnes qui sont mal nourries, qui sont dénutries, qui sont en manque de micronutriments. Et du coup, leur corps leur envoie des compulsions aussi, tout simplement. Parce qu'on n'a pas assez de micronutriments, il nous manque des vitamines, il nous manque des minéraux.
Et du coup, notre corps nous envoie des compulsions et nous donne envie de vider le frigo parce qu'on n'est pas assez nourri. Et je pense que c'est aussi à travers cette découverte-là que j'ai résolu aussi tout ça et que j'avais beaucoup moins de compulsions, beaucoup moins de pulsions vers le sucre au fil Comme des années. une nourriture. Tu sais, moi, j'étais avec se nourrir à tous les étages. Bon, c'est bizarre comme expression, mais à différents niveaux, en fait. Et je trouve intéressant, justement, de creuser ça, cet organisme qui, finalement, est en manque de certains nutriments. Alors, comme tu l'as dit, hein, c'est bien évidemment multifactoriel, mais que c'est une piste intéressante qui va nous amener à aller chercher, en fait, ce qui lui manque. Et en même temps, les compulsions, généralement, elles se tournent pas vers des aliments nourrissants au sens micronutriments, tu vois. Mais ce serait comme un déclencheur, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'a aidée, c'est que quand je me suis un petit peu lancée dans l'alimentation végétale, d'un côté, en fait, ça m'a aussi... tu remets en fait de l'estime et du pouvoir dans ton alimentation parce que tu te mets en accord avec tes valeurs. Donc l'alimentation devient autre chose que ça fait grossir, ça fait pas grossir. C'est aussi... Il y a un pouvoir un peu politique aussi dedans. Ça met du sens, en fait, à l'action de manger. Exactement. C'est ça qui se décentre de l'aspect corporel. Exactement. Et quand on veut faire une transition végétale sainement, du coup, on s'intéresse aux compléments alimentaires. Donc, le fait de se supplémenter, ça va faire qu'on évite les carences. Donc, on évite aussi d'avoir des compulsions. On se reconnecte à sa satiété aussi. Et puis, moi, du coup, j'ai rencontré la naturopathie pour me reconvertir. Et du coup, j'ai consulté aussi en même temps. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, j'avais développé des gros troubles digestifs. Pour compenser aussi le fait que je me faisais plus vomir. C'est-à-dire que j'avais développé des diarrhées chroniques. Je pouvais aller aux toilettes 10 fois par jour. Et dans ma tête, en fait, je me disais, tant mieux, comme ça, j'ai le ventre plat. Ben oui. Donc, et effectivement, ton système digestif, il devait être complètement oui. à la ramasse. Justement, là, ce matin, à l'heure où on parle, je viens de poster un post Instagram sur le lien entre les troubles digestifs et les troubles alimentaires. Et j'ai en consultation en fait des personnes où je vois très bien ce lien-là. C'est-à-dire que quand on s'est beaucoup restreint, on a un petit peu coupé les capacités de notre métabolisme à sécréter toutes les choses qui vont engendrer les chaînes physiologiques de la digestion. Et quand on se fait beaucoup vomir ou quand on mange énormément, notre foie, notre microbiote, ça va plus. Donc il y a carrément des personnes en fait qui sont bloquées dans ce cercle vicieux parce que en fait quand elles veulent remanger normalement, leur système digestif n'accepte pas. Et j'ai carrément un client qui se fait vomir pour éviter d'avoir mal au ventre. Et oui. Donc en fait, il est bloqué là-dedans. Mais oui, tellement le fait de manger est devenu douloureux. Voilà. C'est ça. Hein. Et voilà, et je pense vraiment que la naturopathie peut vraiment être une aide, à condition de se tourner vers des thérapeutes qui sont formés à cette approche des troubles alimentaires, forcément, pour pas impliquer de restrictions, etc., de donner plus de l'autorisation, de l'abondance, des options, s'adapter aussi à la personne. Et je pense que le combo aussi transition végétale quand bien sûr c'est quelque chose qui intéresse les personnes parce qu'elles ont, mais il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une alimentation végétale soit pour effectivement continuer à avoir ces restrictions, soit qui veulent le faire mais qui justement savent qu'elles ont des restrictions et du coup ne se lancent pas parce qu'elles ont peur de retomber là-dedans. Exact. Mais oui. C'est un warning, du coup, pour elle. Donc, c'est vraiment ce sujet-là sur lequel j'ai voulu me nicher, me spécialiser dans mon métier. J'ai fait un e-book aussi où je parle de ça, l'alimentation végétale non restrictive. La naturopathie pour s'apaiser, la nutrition végétale pour s'éduquer à la nutrition. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de s'éduquer à la nourriture sainement et ne plus tomber dans des croyances et dans des régimes restrictifs. Et de manière holistique aussi, en se reconnectant à ses valeurs, mais aussi en se reconnectant à son corps. Donc, moi aussi, je pratique aussi ce que tu pratiques, toi, dans tes accompagnements, sur tout ce qui est les pratiques d'alimentation consciente, de pleine conscience, etc. Donc, grâce à tout ça, ça permet aussi d'aller voir en soi ce qui se passe, se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses sensations, aller guérir aussi des traumas, et puis aller réfléchir aussi sur toute l'implication de la société, de la grossophobie, etc.
et de nos liens familiaux aussi avec des personnes qui finalement sont victimes aussi de tout ça. Même si elles nous ont éduquées, en fait, elles aussi, elles ont fait avec ce qu'elles ont pu. Et avec, Donc voilà, ça permet vraiment d'aller déconstruire tout ça. Et justement, alors, vis-à-vis de ta famille, alors, comment est-ce que vous avez pu avoir des discussions ? Enfin, comment tu jongles avec les relations intrafamiliales, là ? Au début, c'était assez difficile parce que, bien sûr, ma mère m'aime plus que tout et la mettre dans une position où elle se sent coupable, c'est très difficile parce que voilà, quand on est maman, voilà, je pense que tu le sais, le sentiment de culpabilité et de est-ce que j'ai bien fait obsède un peu. Oui. Donc c'était assez difficile de la faire aussi prendre conscience de certaines choses. Mais au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure des podcasts aussi que j'ai sortis et qu'elle a écoutés, au fur et à mesure des interviews aussi de personnes, il y a vraiment quelque chose qui l'a guérie aussi, elle, de son côté. Cet été, on va passer 3 jours chez ma grand-mère. Elle veut même qu'on fasse un podcast à 3 pour parler du rapport au corps vis-à-vis des hommes, et aussi quand on est artiste de scène, quoi. Oui, ce serait super intéressant, effectivement. Ouais, donc je pense qu'on sortira ça peut-être cet été, donc ce sera peut-être sorti si à l'heure où vous écoutez le podcast. Oui. Une des étapes aussi de guérison, c'est de consommer du contenu féministe pour moi et anti-grossophobie. Donc tous les comptes Instagram qu'on suit toutes les deux aussi. Je pense à Corps Cool notamment. On a plein de comptes Instagram comme ça. Oui. Où voilà, on débunk aussi le patriarcat, l'injonction à la minceur, la grossophobie. Et ça, il y a un petit peu un choc générationnel aussi quand même, quoi. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Je pense que voilà, là les limites du dialogue aussi avec ma grand-mère aussi par exemple, qui sont pas du tout, j'aime pas trop ce mot, mais entre guillemets déconstruites sur tout ça, quoi. Je suis pas si sûre que ce soit une question de génération, tu vois. Alors oui, je vois ce que tu veux dire, mais réfléchir à ça, parce que tu vois, nos aînés ont aussi beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup réfléchi, beaucoup déconstruit, beaucoup eu des avancées. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous on n'est presque pas de la même génération, d'ailleurs, toutes les deux, en fait. Mais en tout cas, ma génération, la tienne et les futurs bénéficient de, justement, ça, tu vois, l'accès peut être plus simple, en fait. Mais il y a aussi cette question de se sentir prête aussi à... Alors, bien sûr qu'à, je sais pas quel âge a ta grand-mère, mais 70, 80 ans. 80. Voilà, c'est... Enfin, j'ai presque envie de dire fichons-leur la paix, tu vois. Mais en même temps, et tu vois, alors je pars un peu dans tous les sens, mais je suis avec ces questions d'âge. Moi, ce que je remarque, c'est que l'âge avançant, il y a des choses qui deviennent plus faciles à mettre de côté. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, tu vois. Passé 50 ans, il y a comme quelque chose qui peut s'alléger. Et d'ailleurs, tiens, je trouve que ce serait intéressant de faire un épisode de podcast là-dessus. Je sais pas avec qui ou moi toute seule, mais tu vois, il y a comme quelque chose qui s'allège dans c'est bon maintenant, faut arrêter de nous gonfler avec cette histoire qu'il faut plaire, quoi. Je pense que ça dépend vraiment des femmes, parce que pour le coup, concernant ma famille, les femmes de ma famille, limite, c'est pire. Ah, c'est parce vrai. Parce qu'il y a ce truc en plus, je vieillis, donc il faut vraiment que je reste mince. Mais oui, tu as parce raison. Que sinon, c'est la double tare, quoi. Oui, il y a ça aussi. Il y a, de toute façon, la ménopause, on va grossir, nanana. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais, c'est super intéressant, je trouve. Mais bon, revenons à toi. Et justement, si ça te va d'en parler, je suis avec ce que tu disais de cette toute petite fille que tu étais à la maternelle et qui était dans quelque chose autour de la séduction, autour de plaire, autour... Comment ça a évolué aussi pour toi, ça, ce corps qui doit être séduisant, attractif, sexy? Enfin, je sais pas quel mot tu mettrais derrière, mais comment c'est aujourd'hui pour toi? Je pense que c'est un des gros sujets de mon développement personnel actuel, ou des choses que je peux parler de temps en temps quand je consulte une psy de temps en temps. C'est vraiment ça. J'ai été face à des difficultés dans mes relations amoureuses, un peu comme beaucoup, quoi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais cette croyance que je pouvais être aimée que via mon corps, que via le sexe. Et que du coup, c'était pas forcément sain pour la relation, quoi. Et je pense que de plus en plus, j'arrive à accepter
et à attirer des hommes qui sont intéressés pour ce que je suis vraiment. Et ça change beaucoup la donne, quoi. Mais ça reste quand même quelque chose d'important, quoi. Même si mon rapport au corps a évolué dans le sens où à quoi mon corps ressemble aujourd'hui ne m'aurait pas plu il y a quelques années. Et maintenant, je me trouve plus voluptueuse, je suis fière et j'aime vraiment les formes que j'ai prises. Et je suis totalement OK avec le fait de faire plutôt du 38 que plutôt du 34, alors que avant, pour moi, c'était impossible. D'ailleurs, je suis retombée il y a quelques années sur un statut Facebook que j'avais mis quand j'avais 14-15 ans, sur le fait que je m'étais acheté un jean en 34, que j'étais contente de faire du 34. Enfin, genre, franchement, ma famille, ils voyaient que je mettais ça sur Facebook et ça me rend folle. Mais oui, c'était ridicule, quoi. Enfin, c'était alarmant, quoi. Bah oui, avec le recul, toi, tu peux te rendre compte, mais je reste dans cette normalité, en fait, dans ce climat-là, familial, de normalité autour de tout ça. Ouais. Donc, bah oui, pour eux, c'était normal, en fait, que tu sois fière de rentrer dans du 34. Bah ouais. Et oui, qui est l'équivalent, je crois qu'en taille enfant, c'est pas très haut, 34 bah oui, en fait. On a adapté, tu vois, ça aussi au niveau générationnel. Moi, quand j'étais ado, ça existait pas, ces magasins comme Jennifer, qui sont typiquement adressés aux adolescentes. Et on a développé des tailles 32, 34, pour que ces petites jeunes filles, voire même ces enfants, s'habillent en femme, en fait, où est cette impression de s'habiller en femme, alors qu'en fait, c'est des tailles d'enfants. C'est hallucinant, tu sais, quand on y réfléchit, quoi. Mais effectivement, c'était pas alertant pour ton entourage, parce que on est aussi dans ce bain-là, où on va dans des magasins où des adolescentes très jeunes s'habillent, et il y a du 32 ou du 3XS, ou je sais pas quoi, pour ne pas les faire s'habiller en 10 ans ou 12 ans. C'est mais au secours, quoi. Mais bon... Je m'emballe. Ouais, totalement. Puis c'est aussi beaucoup les magazines, quoi. Moi, je me souviens très bien, là, j'ai vraiment un flash. Quand j'étais au lycée, donc j'étais en parcours littéraire, et pendant les heures de permanence, j'allais au CDI et je lisais Baudelaire, Machiavel, et pendant l'heure du midi, je lisais Glamour et Biba, quoi. Bah oui. C'était vraiment, je lisais vraiment avec attention. Et puis c'était bien évidemment, chaque page de magazine était fourrée de plein d'injonctions à la minceur, forcément. Bien sûr. Mais avec des mannequins retouchés, etc. Et oui. Oui, puis je suis aussi avec, je sais pas du tout si c'est ça, mais l'image de toi, d'une petite jeune fille, très sérieuse dans le sens où prenant au sérieux les choses, en fait. Donc, et puis c'est la danse, c'est une école de la discipline aussi, donc je sais pas pourquoi, je t'imagine comme vraiment prenant ça très sérieusement, très à cœur, en fait. Autant Baudelaire que Biba, en fait. C'est le même sérieux, quoi. Ouais, exactement, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Alors, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais je suis aussi le fil de mes idées quand elles arrivent, tu sais, ça pop. Et je reste avec ce que tu disais pour en revenir à l'alimentation végétale, de la façon dont c'est venu te relier à tes valeurs, et qu'en fait, qu'est-ce qui nous drive finalement dans cette action de manger? Bon, il y a différentes choses, physiologiques, émotionnelles, des envies, etc. Mais aussi quelque chose autour des valeurs, et de, ok, qu'est-ce qui va guider mes actions et mon action dans manger? Ça va être mes valeurs. Alors après, je sais pas si tu veux nous en dire plus par rapport à ça. C'était ce qui t'a fait te tourner vers l'alimentation végétale? Ouais, alors il y avait l'aspect santé, l'aspect environnement, l'aspect pour les animaux, toute cette connaissance qu'on a eue un petit peu petit à petit sur les dégâts de l'alimentation industrielle, ultra transformée, etc. Et c'est vrai qu'au-delà de la culpabilité de manger quelque chose de trop gras, trop sucré, qui peut potentiellement faire grossir, même si finalement rien ne fait grossir, rien ne fait maigrir, c'est le tout qui compte, quoi. Il y avait aussi ce côté, c'est de la merde aussi pour la santé, c'est industriel, ça tue des animaux dans des abattoirs de manière horrible, et un côté un peu énergétique. En fait, j'ai été initiée à l'alimentation végétale et à l'Ayurveda en même temps, parce que du coup, c'était la copine de mon frère qui s'intéressait à tout ça, à la fois à l'alimentation ayurvédique et l'alimentation végétale.
végétale. Et du coup, il y avait aussi ce côté énergétique, en fait, c'est des légumes qui ont été récoltés de manière naturelle, dans une terre fertile. Ça participe à l'économie locale, à l'écologie. Voilà, il y a une espèce de fierté et de reconnexion à la nature aussi, parce que je pense que on est des êtres humains qui sommes le fruit de la nature, et il y a quelque chose aussi à laquelle on peut se relier aussi dans l'alimentation, se relier aux saisons, voilà, au cycle de la nature, aux choses qui poussent dans la terre. Voilà, c'est une vérité que quand on est dans un endroit, quand on évolue dans un endroit, par exemple en Bretagne, et du coup, le climat va faire qu'on va avoir des besoins. Et ces besoins, on va y répondre en mangeant les choses qui poussent dans cette terre, en fait. Il y a une espèce de cycle naturel bon pour nous, en fait, de manger local, parce que du coup, nos besoins dus au climat, on va pouvoir répondre à ces besoins grâce à la terre, en fait. La terre va nous fournir ce qu'on a besoin. Et oui, ça s'adapte en fait. Ouais. Et du coup, ça nous aide aussi à nous remettre à notre place d'humain, à trouver le sens qu'on a de pourquoi on est sur Terre. Il y a une phrase qui dit que l'humain est le jardinier de la Terre, que notre but sur Terre, c'est de jardiner, de cultiver la Terre pour en sortir les meilleurs fruits pour nous, pour notre épanouissement en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant et salvateur, et ça m'a motivée du coup à cuisiner en fait, parce que le souci aussi qui faisait que je pense que je restais à la fois dans mes troubles digestifs et mes troubles alimentaires, c'est que on m'a pas appris à cuisiner à part faire cuire un cordon bleu. Donc je savais pas cuisiner, donc quand j'avais faim, soit j'allais au kebab, soit je me cuisinais des pâtes et des cordons bleus. Donc du coup en fait j'étais pas vraiment nourrie, parce que c'est des calories qui sont vides en micronutriments. Donc du coup on n'est jamais satisfait finalement. Tu sais, je repense à la conversation que nous avions eue avec Charles. Alors, j'ai pas fait mes devoirs, comme souvent, donc je me souviens plus du numéro de l'épisode, mais il est sorti il y a quelques temps, où nous avons parlé d'éducation alimentaire. Et justement, il n'y avait pas eu cette transmission, finalement. Les seules transmissions que tu avais eues, c'est ça fait grossir, ça fait maigrir. Mais de toute cette éducation alimentaire à ce qui va être nourrissant, c'est toi qui te l'es construite, en fait, après. Et ce que je trouve merveilleux, c'est quand tu parles de ce qui donnait du sens, en fait, à tes actions, et que c'est là que ça venait reconnecter, en fait, et nourrir toutes tes parts, finalement. Pas seulement la part physique, mais aussi la part psychique, émotionnelle, spirituelle. Tout ça, ça avait du sens. Et vraiment, quand nos actions sont guidées par ce qui a du sens pour nous, que ce soit dans l'action de manger ou toute autre action, c'est là qu'on va se sentir nourri, finalement. Oui, et puis le fer de lance de la guérison des troubles alimentaires, c'est l'estime de soi. Et là, on est en plein dedans. Mais complètement. Ça nourrit aussi cette part-là tellement importante. Et oui. Je suis en train, Louise, de voir qu'on arrive à la fin de cet épisode. Ce serait quoi le dernier message que tu souhaiterais passer, ou le plus important, ce que tu ne veux pas oublier? Voilà, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre là au moment de se quitter? Alors, je pense que j'ai à peu près tout dit, mais ce que je voudrais redire, et c'est vraiment mon message, et c'est vraiment ce qui me motive à me lever tous les matins pour faire mon métier, c'est que, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, se tourner vers une alimentation plus végétale, sans forcément devenir 100% végane, parce que j'ai vraiment une approche aussi dans la tolérance et dans l'acceptation de soi. Et voilà, c'est vraiment que l'alimentation végétale et la naturopathie peuvent être abondantes, non restrictives, et qu'on peut se faire accompagner dans cette notion d'abondance pour s'épanouir dans son assiette, mais aussi personnellement, en fait, se reconnecter à ses valeurs et à son estime de soi. C'est possible, et j'invite vraiment les gens à le faire, à se faire accompagner par les bonnes personnes. Et si ça vous intéresse, évidemment, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider en ce sens. Voilà. Comment souhaites-tu être contactée? C'est quoi ton canal de prédilection? Alors, mon canal de prédilection, c'est Instagram. Donc, vous pouvez me retrouver, Louise Brenner, BRE2NER. Oui, et nous mettrons bien sûr le lien dans la description de l'épisode. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer un message, je les lis tous, voilà. Et puis, dans mon lien en bio Instagram, vous avez mon e-book, vous avez l'appel découverte gratuit pour qu'on parle de mes accompagnements, pour que je vous explique comment je peux vous aider selon votre cas.
Là, on est en juin à l'heure où on se parle. Cet été, je vais travailler sur un programme qui va mélanger e-book, audio de pleine conscience, vidéo peut-être aussi, à suivre à la maison aussi pour l'accompagnement des troubles alimentaires, pour apaiser à la fois ces troubles digestifs, reconnecter à une alimentation consciente. Donc voilà, pour l'instant, c'est que dans ma tête. Je vais travailler cet été, mais peut-être qu'au moment où on aura sorti l'épisode, il sera sorti. Je serai peut-être en train de le lancer. À suivre alors. Yes. À suivre. Je te remercie beaucoup, Louise, d'être venue nous partager ton parcours, ce qui t'a aidé à te sortir de la boulimie, sachant que finalement, il n'y a jamais eu de diagnostic de posé ou Non. Oui, mais bon, je crois qu'on peut le dire, hein, même si nous ne sommes médecins ni l'une ni l'autre, ça y ressemble fortement, ce que tu as vécu. Ouais. Ouais, c'est clair. Je te souhaite une bonne poursuite de ton cheminement, de t'épanouir à la fois dans ton travail, dans ta vie personnelle, dans ce nomadisme dont tu nous as parlé au départ. Et puis je te dis sans doute à bientôt, Louise. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci à tous de m'avoir écoutée et bonne journée à tous. Nous voici à la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Louise en suivant le lien vers son compte Instagram qui est présent dans la description de l'épisode. À très bientôt pour un nouvel opus de la pleine conscience du pouvoir. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir dans la poursuite de cette aventure du podcast La pleine conscience du pouvoir grâce à une contribution ponctuelle ou mensuelle sur la page Tipeee que vous trouverez elle aussi dans la description de l'épisode. Merci aux personnes qui se sont engagés de cette façon jusqu'à aujourd'hui. Votre soutien nous est précieux.